Voilà, nous sommes donc dans le dernier virage de l'émission du Peuple Studio 210 et questions-réponses, non, questions d'actualité, j'allais dire, questions d'actualité pour parler justement de l'actualité. L'actualité, c'est cette polémique autour des propos de l'artiste congolais basé en France, Gims, qu'on appelait autrefois Maître Gims, l'un des meilleurs rappeurs français, l'une des plus grosses et grandes ventes au niveau justement de la France et de l'Europe, reçu dans une émission, en réalité sur le réseau social YouTube. Il a tenu des propos qui ont suscité justement la polémique, propos autour des pyramides d'Égypte. Il revenait en réalité dans ses propos à dire que simplement à développer cette théorie selon laquelle l'Afrique serait le berceau de l'humanité. Ça, ce n'est pas de Gims, ça a été dit par les historiens, et Gims est allé dans ce sens en parlant des pyramides égyptiennes, mais ça a suscité un tollé. Les télévisions publics en France, et même les médias privés aussi ont repris, et il y a eu une espèce de fatwa sur l'artiste Gims. On en reparle ici avec Obabé Ngakoso, qui est panafricaniste. Bonjour. Bonjour. Et ainsi qu'avec Maître Anaël Moussa Kanda, guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Entre-temps, Grand Prix Kamit lors des trophées panafricains de l'excellence le 2 avril dernier. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Jazz. Et avec nous aussi, le pasteur Renaud Boris Mbota. Ce n'est pas un panafricaniste, mais c'est un Africain. Et surtout avec lui, nous allons regarder ensemble aussi, avec tous ceux qui sont là, ce qu'il en est en réalité de ce qu'on appelle les 10 plaies, les 10 plaies de l'Égypte. Et nous savons qu'il y a eu des images qui ont circulé sur la toile montrant des cafards, des sauterelles ayant envahi la Mecque. Monsieur le président du Conseil supérieur islamique du Congo devait être avec nous sur ce plateau, mais vous savez que les musulmans sortent de la fête de Ramadan et donc ça a été compliqué, mais il promet d'être là dimanche prochain pour continuer à développer sur ce sujet. Et comme il n'est pas là, nous allons amorcer le sujet. Bonjour, docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, monsieur le journaliste. Obambe Gakoso, vous avez suivi ce que j'ai dit. Le premier sujet de ce tour d'actualité, c'est justement l'affaire Gims. Premier commentaire. Vous savez, premier commentaire, bon, quand on a l'habitude de suivre les médias français, il faut comprendre que les médias français en général se comportent, c'est pas une insulte, hein, ils se comportent comme un chien à qui on donne un os à ronger. Et quand il y a un os à ronger, ils se jettent tous là-dessus. Mais il faut les comprendre, c'est le formatage. Vous savez, quand vous prenez vous devez faire un gâteau, quels que soient les ingrédients que vous allez mettre, quand on vous donne un seul moule, tous vos gâteaux vont se ressembler. Le goût sera peut-être différent, ou sans doute différent, mais ça sera la même chose. C'est le problème des journalistes en France. Ils sont enseignés par les mêmes personnes, ils font les mêmes écoles, il n'y en a pas 10 000. Il n'y a pas très longtemps, c'était surtout deux, Paris et Lille. Ils sortaient tous de là, ils se connaissaient, ils fréquentaient les hommes politiques, ils disaient la même chose. Et même ils ont une expression en France que j'aime bien, c'est la presse est un robinet d'eau tiède. À un moment donné, ce n'est plus très intéressant de les suivre. Moi, je suis surpris que les gens continuent à suivre les chaînes de télévision françaises. Je suis honnête avec vous, je ne les regarde plus. Sauf pour des émissions comme portant sur le football, parce que dans le foot, on ment difficilement. La vérité est là sur le terrain. Peut-être quand on parle d'histoire, je dis bien peut-être. Donc, ça c'est pour planter le décor. Pour le reste, si ces gens estiment que Gims a menti ou a dit une bêtise, leur devoir est d'apporter des contre-arguments. Or, quand on les suit, il n'y a pas de contre-argument. Ils ont plutôt préféré tourner la chose en dérision. Très bien, l'humour c'est bien, ça permet de rigoler, mais à un moment donné, on ne peut pas rigoler 24 heures sur 24. On rigole, mais à un moment donné, on s'assoit, on se pose, et je repose toujours la même question. Qu'est-ce qu'ils ont comme contre-argument à proposer?
Ça, c'est de leur côté. Mais il y a aussi les nôtres, des Africains qui se sont jetés sur lui. Et là, c'est pourquoi je suis allé fouiller dans ma bibliothèque. Les gens ont vu sur Facebook, j'ai ressorti ce livre. Ce philosophe était camerounais. Il est mort il n'y a pas très longtemps. J'invite tout le monde à le lire. La crise du Muntu. Les gens qui pensent que Muntu, c'est un nom juste du Congo, non. C'est pour nous tous là. Muntu, c'est l'homme. Fabien Eboussi Boulaga a écrit un livre majeur, La crise du Muntu. Ce philosophe. Nous sommes dans une crise qui veut que la vérité sonne blanche. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a dit lors de sa dernière conférence donnée à Niamey. Parce qu'un jeune étudiant lui avait dit, mais professeur, on vous a écouté. En fait, les gens n'avaient rien à dire. Mais est-ce que les Blancs sont d'accord avec ce que vous dites? Mais ce que ce jeune étudiant dit, c'est ce que beaucoup d'Africains disent, qui se font appeler intellectuels. Bon, parce que dès qu'on a un bout de papier appelé diplôme, il faut se faire valider par... Voilà, il faut se faire valider par eux. Tant qu'on n'a pas reçu la caution de chez eux, ça ne passe pas. Et Cheikh Anta Diop leur avait dit la même chose. Pour vous, la vérité sonne blanche. Mais je vous invite à aller chercher. Faites vos recherches. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, revenez me contredire et traînez-moi dans la boue. Le grand problème n'est pas à ce niveau. L'électricité existe depuis la nuit des temps. Ce que je veux dire pour résumer, c'est que à l'époque de l'Égypte antique, on n'avait pas l'électricité comme on en a aujourd'hui avec l'exploitation, la transformation et la distribution. Mais sinon, pour faire de l'électricité, on a besoin d'un champ magnétique et c'est parti. Le champ magnétique existe depuis longtemps. Merci beaucoup pour ce propos introductif. Nous allons permettre aussi à ceux qui nous suivent, ceux qui ne comprennent pas de Compact réellement, de regarder cette vidéo. Ensuite, le docteur Mbota, Maître Anaël, pourront réagir aussi pour nous dire ce qu'il y a de mal ou de faux. Voilà, c'est une opinion, mais on va regarder ensemble. Suivons donc cet extrait de Maître Gims. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut... Voilà. Maître Anaël, vous avez suivi donc ces propos, cet extrait de l'entretien de Gims au niveau de la France qui parle justement de la civilisation égyptienne qui était la plus rayonnante à l'époque. Et vous êtes de ces invités qui, ici, dans Studio 210, reviennent sur ce passé glorieux de l'Égypte antique. Réaction sur les propos de Gims. Je crois que lorsque ce que Maître Gims évoque, c'est pas quelque chose de nouveau en fait pour les grands chercheurs, les grands initiés, parce que nous connaissons déjà cette histoire-là bien avant, et même les Blancs eux-mêmes savent bien la grandeur de l'Égypte. En fait, dans certains écrits même des grands mystiques européens, comme Saint Yves d'Alvéhidré, moi ça fait très longtemps que j'étais au courant de cette information, au Saint Yves Alvéhidré, je recommande ce livre, les gens peuvent faire des recherches sur ce chercheur, un grand mystique, un grand spirituel, qui a été à l'origine de beaucoup des ordres initiatiques en Europe, avait stipulé dans son document que pendant que la race blanche était dans la barbarie et la médiocrité, la race noire était déjà supérieure et tellement élevée, en tout et pour tout. Et ça, c'est écrit par un blanc. C'est quelque chose, j'étais encore très jeune quand j'étais au courant de ces écrits-là. Avant même que l'Internet n'arrive, déjà on était au courant de ces informations. Donc ce que Gims est en train d'expliquer, ce n'est que la vérité que l'humanité a voulu cacher. La vérité, une vérité historique. Et donc, on comprend la grandeur de la tradition égyptienne. Et nous savons que dans la tradition égyptienne, ils maîtrisaient une science 1000 fois supérieure à la science d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs, vous savez que les Blancs continuent à faire des recherches avec les archéologues, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un savoir qui était caché en Égypte antique. Donc, ces propos-là, on ne peut que les soutenir. Et je crois que c'est une vérité qu'il faut accepter aujourd'hui et qu'il est de notre devoir de continuer le combat historique pour démontrer que la race noire
a été 1000 fois supérieure à la race blanche. Que les races blanches, la race jaune et toutes les races sont venues qu'après la race noire. Sauf qu'on a voulu cacher cette vérité à nous, les Africains d'aujourd'hui, pour que nous ne puissions pas reconnaître quelle a été notre grandeur dans le passé. Voilà ce que je pourrais apporter comme contribution. D'accord. Robin Gausso, le blanchiment de l'histoire, des faits, des personnages. On en parle aussi généralement avec la Bible. C'est un débat qui revient souvent. On dit que Moïse n'était pas ceci, il était noir, etc. L'apôtre Phila, qui est homme d'église reconnu, mais qui reconnaît aussi le fait que Jésus serait noir. On avance, hein, c'est déjà un bon début, Jusqu'à jusqu'à arriver à la vérité. Oui, l'apôtre Phila tient souvent ses propos, il tient ces théories-là. Alors, on nous a appris à l'école, pour nous qui sommes ici au Congo, la classe de seconde, surtout pour ceux qui sont en série littéraire, Thalès, Pythagore, sont des Grecs, des Blancs, qui sont allés apprendre en Égypte. Je pense que c'est Thalès qui est d'abord allé, et ensuite Pythagore s'est rendu aussi en Égypte, mais il a dû faire un peu, comme on dirait, le tour de l'Égypte, parce que là où il partait, on n'arrivait pas à l'enseigner, etc., jusqu'à ce qu'il ait acquis la connaissance, et il est reparti. Voilà. Il est reparti à Athènes, et là-bas, c'était des grands savants. Mais aujourd'hui, on semble ignorer cette histoire, on semble ignorer ces récits, portés pourtant par des historiens occidentaux en majorité. Quel est le problème réellement? Je reviens à ce que je viens de dire. Nous vivons la crise du Muntu. On ne peut pas prendre un peuple qui est soumis, faisons un grand saut dans l'histoire. On quitte l'Égypte, on quitte la Nubie, on quitte le Soudan de l'époque, on fait un grand saut. Arrivons à l'époque où ces gens ont acquis une certaine puissance, parce que le monde est fait ainsi. Des gens qui nous soumettent en esclavage pendant 400 ans pour certains, plus de 1400 ans pour d'autres. Parce qu'on ne parle pas souvent de l'esclavage commis par les arabo-musulmans, qui continue encore. Au Soudan, il y a l'esclavage. En Arabie Saoudite, au Koweït, j'en passe des meilleurs. Et en Mauritanie, il y a l'esclavage. On ne peut pas subir autant de siècles d'esclavage, de lavage de cerveau, à peu près 100 ans de colonisation officielle, et se lever pour dire « je suis indemne ». C'est impossible. C'est une pathologie, c'est une maladie. Mais comme chez nous, les psychologues n'ont pas droit de citer, les psychiatres n'ont pas droit de citer, les psychanalystes n'ont pas le droit de citer. Et surtout, l'histoire est considérée comme de la littérature, donc ce n'est pas très important. L'histoire, on s'en fout, les gens ne s'y intéressent pas. Et c'est tout à fait normal que ce blanchiment soit d'abord accepté par les nôtres. Aujourd'hui, vous avez des docteurs africains, des professeurs agrégés, que moi j'appelle des agrégés en agrégation, qui soutiennent toujours ces thèses. C'est-à-dire que même quand la vérité est devant eux, ils ne veulent pas, ils la refusent. Parce qu'ils sont accrochés. Lisez comme Mankassa. Moi, je sais que c'est un sociologue qu'on respecte quand même. Mais comment un Africain comme lui va écrire sur la grandeur perdue de la France? Je ne sais pas si on se rend compte à un moment donné de ce que ça représente. Je suis africain, je vais me mettre à écrire sur la grandeur perdue de la... Qu'est-ce que ça peut me faire, moi, africain, que la France ne soit plus grande, si tant qu'elle ait été, que l'Angleterre ne soit plus grande? Notre problème est là. C'est dans la tête que ça se passe. Alors, il y a différents docteurs aussi. Nous avons un docteur sur ce plateau, docteur en théologie, docteur de la loi, on peut le dire comme ça. Docteur Renaud Boris Mbota, vous avez suivi, j'espère attentivement, Obabenga Kosso, Maître Anaël. Quel est le complément, sinon l'apport peut-être contradictoire que vous pourrez apporter par rapport à cette polémique autour des propos des Gims sur la suprématie de la civilisation égyptienne, qui dit Égypte antique, dit Afrique? Bien, mais je crois que beaucoup de choses ont été dites. Déjà sur cette question-là, quand on parle de la race noire ou la civilisation égyptienne, c'est la plus vieille des civilisations. Ça, c'est des choses qui n'ont pas pu modifier. Parce que je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y aurait une polémique sur cette question, dès lors où les mêmes historiens occidentaux ont reconnu que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc si tout a commencé au niveau de l'Afrique, et comme aussi, on vient de le démontrer aussi, Thalès de Milet, Pythagore de Samos, tous ont été initiés en Afrique, mais j'aimerais aussi apporter un complément à la connaissance du grand public, que Pythagore de Samos comme Thalès de Milet, c'était des Noirs. Ils n'étaient pas des Blancs. Ce pas des Grecs? Non, 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 ils étaient des Noirs. Mais même en Grèce, il y avait des Blancs.
Il y avait plutôt des Noirs. Parce que même la population, quand on parle de l'Europe, la première population européenne, c'est démontré par l'histoire et l'archéologie, la première population européenne, c'était des Noirs, même les Chinois. Même en Chine, c'était des Noirs. Des Britanniques, c'est un Noir. Cheddar, l'homme de Cheddar. Donc, sur cette question-là, il ne devait pas avoir de débat là-dessus, puisqu'il est déjà aussi démontré et reconnu qu'en Égypte, on ne pouvait pas initier un blanc. Donc, le premier critère d'initiation, pour être initié en Égypte, il fallait d'abord être noir. Donc, Pythagore de Samos, comme Thalès de Milet, devait être noir avant de recevoir une initiation égyptienne. Donc, tout est parti de l'Égypte. Donc, ce que l'Occident est aujourd'hui n'est que le développement de ce qu'ils ont acquis en Égypte. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? C'est la modification de l'histoire. Parce que quand on modifie l'histoire, c'est comme modifier la sémaille, la sémence qui est dans un champ. Et du coup, lorsque l'histoire est modifiée, alors l'avenir aussi est modifié. Parce qu'on fait croire à l'homme noir qui ne voit absolument rien, qui doit tout apprendre de l'Occident, que tout vient de l'Occident. Et du coup, lorsque l'homme noir l'accepte, cela fait que l'homme noir restera toujours arriéré. Parce que pour lui, il pense que tout ce qui est blanc est meilleur, tout ce qui est noir est mauvais, ainsi de suite. Or, ce que le blanc apporte, c'est, par exemple, comme je prends l'exemple souvent du chocolat. Le chocolat vient de l'Europe, mais les cacao est cultivé en Afrique. Donc, c'est une sémence africaine qu'on emmène là-bas et on les transforme, on les ramène ici, ensuite on les applaudit. Maintenant, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons accepté d'être ce que nous sommes. Vous voyez? Mais sinon, si on regardait l'histoire autrement, c'est-à-dire si on réécrivait l'histoire exactement telle qu'elle doit être écrite, cela permettra aussi d'influencer notre avenir. Parce que ce que nous avons été, c'est ce que nous serons. Maintenant, si on nous fait comprendre que nous avons été très bas, à un certain niveau, alors il sera difficile que nous puissions être ici dans les hauteurs. D'accord. Dernier tour de table sur ce sujet de l'Égypte et tout ça. Ce qui choque de plus en plus certains observateurs, c'est justement le fait que Gims puisse dire que les pyramides étaient des conducteurs d'électricité parce qu'au sommet des pyramides, il y avait une espèce de métal, de l'or, et donc il y avait de l'électricité. Ça choque. Comment vous réagissez par rapport à ça surtout? Comme j'ai l'habitude de dire, il faut aller vers les sources. Ça, on n'a pas le temps que les gens aillent chercher, qu'ils fassent des recherches sur Nikola Tesla. Je les envoie vers un blanc. Justement. On va laisser les nègres. Ils aillent chercher les travaux de Nikola Tesla. Il y a d'excellentes vidéos que j'avais déjà vues, que j'ai de nouveau visualisées quand il y a eu ce scandale. Je dis, enfin, scandale pour eux, hein, pas pour moi évidemment, que les gens suivent ça avec attention. Ce ne sont pas des vidéos de 2 minutes, qu'ils prennent tout leur temps. C'est-à-dire que si c'est déjà téléchargé, qu'ils coupent le téléphone, qu'ils s'isolent dans leur chambre et tout, voilà, loin de toute église qui va faire du bruit, calme, au calme, qu'ils suivent ces vidéos, qu'ils prennent des notes et qu'ils reviennent sur les réseaux sociaux pour dire voici ce que j'ai entendu et je ne suis pas d'accord. Argument contre argument. Je n'ajoute rien de plus, mais Nikola Tesla a fait un travail extraordinaire. Et ce n'est pas fini. Parmi les recherches qui sont toujours effectuées dans les pyramides, il y a aussi cette quête de confirmer les thèses concernant l'électricité dans les pyramides de Nikola Tesla ou de les invalider. Parce qu'à ce jour, les gens sont sur des hypothèses. C'est probable, c'est possible. Mais personne ne dit non. Moi, je dis personne, ce sont les chercheurs, physiciens, chimistes, même historiens aussi. Oui, les historiens. L'avantage chez les autres, il faut le reconnaître, c'est qu'ils travaillent ensemble. Nous, en Afrique, souvent, nous sommes persuadés d'être intelligents, chacun dans son coin. Je suis intelligent, je reste dans mon coin, mais l'intelligence seule, ça ne sert absolument à rien. Voilà pourquoi il faut encourager la pluridisciplinarité. Diop, quand il rencontre Obenga, ou plutôt quand Obenga va vers Diop pour la première fois, il lui recommande d'étudier l'Égyptien ancien, il le lui dit. Il dit, tu n'as rien de mieux à faire que d'étudier l'Égyptien ancien. Mais il ne se contente pas de faire cela. Il étudie la philosophie, il étudie la linguistique, il étudie la géométrie, il étudie l'histoire. Pourquoi il apparaît comme un génie? Non pas seulement parce qu'il était tout le temps premier à l'école, parce qu'il le dit, il ne supportait pas la 2e place, mais c'est aussi parce qu'il s'est intéressé à la pluridisciplinarité. Il a essayé de regarder un peu partout. Mais les nôtres, quand il a un doctorat en économie, spécialisé soi-disant en économie de développement, c'est fini. Ça devient sa chanson. Il va réciter Keynes, il va réciter tous les maîtres occidentaux, et lui-même, il ne pense pas. Alors, Maître Anaël, on revient justement sur cette affaire d'électricité, on revient sur le mystère des pyramides. Réaction pour ceux qui mènent en dérision l'idée selon laquelle les pyramides seraient aussi des foyers d'électricité. Je crois que c'est normal que les gens essaient un tout petit peu de s'étonner lorsqu'on leur parle de l'électricité, en fait. Vous avez, en fait, la nature est faite de l'électricité à l'état potentiel.
Et même l'être humain a de l'électricité en lui, mais à l'état potentiel. D'ailleurs, quand nous parlons de la science vibratoire, la science mystique, la science énergétique, mais c'est de l'électricité. Parce que tout est énergie en magie. Et ça, je vois, l'Égypte l'avait déjà compris bien avant. Et donc, dans tout ce que nous voyons, la matière elle-même provient de l'énergie vibratoire. Et dans la matière, quand nous essayons de disséquer la matière, nous voyons également les protons, les électrons et tout. Et donc, tout ça, et même Mesmer, un grand chercheur, on appelait Mesmer, qui a créé le mesmérisme, évidemment, guérissait les gens à partir des fils de métal. Il te branche des fils de métal, il arrive à résoudre certains problèmes. Aujourd'hui, la médecine chinoise a évolué aussi dans ce sens-là. Donc, en réalité, c'est un débat qui n'est pas fondé dans le fond. Je crois que c'est un problème de complexe d'infériorité ou des complexes de supériorité pour la part des Blancs qui vont évidemment chercher ici parce qu'ils savent que Gims est beaucoup suivi. Et cette vérité fera en sorte que ça va réveiller les consciences. Mais c'est connu dans les traditions mystiques. Pour moi, je ne suis pas étonné parce qu'on fait des expériences spirituelles que sur l'énergie vibratoire. Et aujourd'hui, on arrive à la conclusion que ce soit la spiritualité, que ce soit la science physique, qu'on appelle la physique quantique, arrive finalement à démontrer que l'univers baigne dans l'énergie vibratoire, que la matière ne peut rien sans l'esprit. Et donc, si déjà on arrive à cette conclusion, ça veut dire que nous avons des champs énergétiques partout. Et pourquoi pas donc dans les pyramides qu'il y ait des champs énergétiques. Surtout que le mystère des pyramides cachait encore beaucoup plus d'informations spirituelles. Il faut comprendre qu'au-delà des richesses matérielles, l'idéal des Égyptiens était d'abord la connexion avec l'invisible. Et c'est donc, on peut comprendre qu'il y a des champs d'énergie partout où nous nous trouvons. Même ici, peu importe là où on se trouve, les champs énergétiques, on a la possibilité de pouvoir créer ces champs énergétiques. Tant physiquement, métaphysiquement, comme aussi spirituellement. Merci beaucoup pour toutes ces réactions, pour toutes ces informations. Après, en parlant d'informations, on en a aussi vu sur les réseaux sociaux, puisque c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Tous les médias aujourd'hui, les grands médias, sont justement sur la blogosphère. Il est aussi dit, c'est une théorie, il paraît que c'est une espèce de vendetta, c'est une punition, parce que Gims aurait refusé l'offre du président français de l'accompagner, refusé d'accompagner le président français en RDC, hein, ce que Fally aurait fait. Bon, enfin, on ne sait pas si c'est ça aussi la cause. Mais il vit au Maroc. Donc les impôts français perdent. On ne sait, on n'en sait pas davantage, mais on va regarder une autre vidéo. On reviendra tout de suite après. C'est cette vidéo dont on parlait, les cafards qui ont envahi la Mecque, et pas un jour de hasard, c'est pendant la période de Ramadan. On va décortiquer ici avec nos invités. Suivons cette vidéo. Para jamaah khi mong kentak ke kentak je banyak di Masjidil Haram para jamaah tahoso semua kentak kentak je banyak insyaallah rembukan kentak Masya Allah. Tanda apa ini? Tanda apa? Di Mekah. Voilà, docteur Renaud Boris Mbota, c'est vous le premier à réagir justement sur cette vidéo. Mais la question que nous vous posons d'abord avant d'arriver là, c'est sur les 10 plaies de l'Égypte, parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde, en fait pas tout le monde, hein, certains observateurs convergent vers cette théorie-là. C'est quoi d'abord les 10 plaies de l'Égypte? Ok, les 10 plaies d'abord en Égypte sont rapportées dans la légende de l'Exode. Lorsqu'on a parlé de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, parce que Moïse était envoyé vers Pharaon pour laisser partir les enfants d'Israël, et Pharaon avait répondu à Moïse comme quoi je ne pouvais pas obéir à Jéhovah qui me donnait un ordre de laisser partir ce peuple qui est un atout économique pour nous. Alors, je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est et je ne laisserai pas partir Israël. Donc, c'est en réponse à la réponse du Pharaon que les 10 plaies ont été lancées sur l'Égypte pour contraindre le Pharaon à connaître la grandeur de Jéhovah et à reconnaître sa puissance au-dessus de ses divinités. Et il fallait alors commencer par frapper chacune des divinités égyptiennes, donc commençons par les Nils, puisque l'Égypte est un don du Nil, et sans les Nils, l'Égypte n'existerait pas, et l'eau est changée en sang, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'il y ait la mort des premiers-nés, qui est la 10e plaie. Alors, ce qui se passe aujourd'hui en Arabie,
bien qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a des gens qui aiment récupérer les situations pour y voir toujours derrière chaque événement une main humaine. Mais j'aimerais dire que je ne suis pas d'avis, je ne partage pas le même point de vue que nombreux qui pensent que l'apparition des sauterelles pendant la période du Ramadan, là en Arabie Saoudite à la Mecque, soit une réponse ou encore une punition divine ou une action de la main divine voulant en quelque sorte démontrer prétendument, selon certains, aux musulmans qu'ils étaient dans les faux, puisque les criquets apparaissent au moment où ils sont en pleine période de Ramadan, pendant un moment sacré où ils sont obligés de prier, et quand ces criquets apparaissent, ils perturbent totalement le déroulement du culte, du service. Alors, certains y voient une réponse divine et commentent ça de la sorte comme étant la main de Dieu qui montre aux musulmans qui sont dans les faux, ils doivent quitter l'islam et dans les combats de toujours, quitter l'islam pour aller dans le christianisme et tout. Alors, je ne suis pas trop d'avis que l'apparition de ces criquets soit la réponse divine, parce que ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas non plus la dernière fois. Déjà, depuis en 2019, déjà, il y a eu l'apparition des criquets qui ont apparu en Arabie Saoudite. Ce que j'aimerais rappeler à certains amis, c'est quoi? Lorsque on veut comparer ce qui s'est passé en Arabie Saoudite présentement avec la 8e plague qui a frappé l'Égypte, c'est-à-dire l'apparition des sauterelles, parce que les sauterelles vont apparaître lorsque Pharaon accepte quand même de laisser partir Israël, mais on leur donnait des conditions comme quoi les femmes et les enfants vont rester, ils vont partir juste les hommes, ensuite ils vont revenir, et c'est là que la 8e plaie a été engagée. Mais cette 8e plaie, lorsque Elohim fait apparaître les sauterelles, selon ce qui est rapporté, les sauterelles apparaissent, envahissent tout le royaume de l'Égypte, ce n'est pas juste une partie, et pour que la solution soit apportée, puisque c'est une plaie qui était envoyée par le Tout-Puissant, il fallait que Pharaon puisse supplier, reconnaître qu'il avait péché contre Jéhovah et supplier Moïse, et c'est contre Moïse qui a d'abord prié ou invoqué la présence de ces créatures, c'est aussi Moïse qui a prié. Et il y a eu un grand vent qui est venu, qui a balayé tous les sauterelles. Donc en d'autres termes, lorsque le problème est divin, la solution est divine. Donc je ne vois pas comment Dieu enverrait des grillants Donc c'est un hasard de la nature, une coïncidence de la nature. Bon, on peut l'expliquer, ça peut s'expliquer scientifiquement. Je ne suis pas un homme de science, mais ça peut s'expliquer. Il y a eu la pluie, ils sont en période chaude, et étant donné que ces créatures-là vivent sous le sol, vous voyez, donc les eaux ayant infiltré, ça crée une bouffée de chaleur qui les oblige à remonter en surface. Et quand ils remontent, quel est le terrain qu'ils trouvent? Le terrain qu'ils trouvent, c'est celui de la Mecque, ainsi de suite. Donc ça s'explique, et la science l'a expliqué, même en 2019, quand cela est arrivé, ce sont les hommes en 2019, qui sont venus en 2016, avec... en fait, c'est récurrent. Donc ils viennent avec les produits, des insecticides et tout, et ils tuent ces insectes, ils nettoient, et ainsi de suite. Or, quand c'est la main divine, la solution ne peut jamais être humaine. Or, le problème, c'est qu'il y a des musulmans qui disent que non, c'est un montage. Voilà. Ouais, c'est un montage. Mais en fait, ce n'est pas un montage, c'est une réalité. Ça n'a rien à voir avec peut-être le contenu que les chrétiens pourraient donner peindre cet événement comme étant... Donc, cette vidéo ou ce sujet nous permettra, Dr Renaud Boris Bota, de développer le sujet sur les 10 plaies de l'Église. Je pense dimanche. 10 plaies de l'Égypte. Vous avez dit de l'Église. Ah, l'Église a beaucoup plus que 10 plaies. Peut-être que l'Église aussi est très blessée en ce moment. on en reparlera. Un mot peut-être sur ça rapidement. Oui, moi je rigole. Vous savez, quand on dit qu'un certain prophète est monté sur un âne et que suite à un paix, il est allé au ciel, les gens y croient. Quand on dit que Jonas s'est retrouvé dans le ventre de la baleine, les gens y croient. Mais quand Gims dit quelque chose sur l'électricité, c'est un scandale. Quand on nous montre des grillons, des criquets, des cafards, c'est un scandale. Mais la science, je ne dirais pas qu'elle explique tout, mais elle permet de tout expliquer. Et la science peut se contredire, ce qui est une bonne chose. Donc ce qui est vrai aujourd'hui peut être réfuté demain. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à ça. Dans nos maisons, il y a des cafards. Vous allez en France, il y a des agriculteurs. Parfois, quand l'hiver est trop rude, ils perdent leurs raisins, ils ne peuvent plus faire le vin. Ça n'a rien de divin. Qu'est-ce que Dieu, ou son prétendu Dieu, viendrait faire là-dedans? Les gens veulent mettre le nom de Dieu dans tout et n'importe quoi. Un habit qui est mauvais, c'est Dieu. Un habit qui est beau, c'est Dieu. C'est quand même hallucinant. Il faut qu'on réfléchisse à un moment donné. D'accord. Maître Anaël. Non, mais déjà, tout a été dit. Il faut simplement
On dit que c'est un phénomène naturel. C'est tout. C'est tout. Un Il phénomène n'y a, naturel. il y a rien de mystérieux là-dessus. Merci beaucoup, maître Anaël Moussakanda. Merci à Obambe Ngakoso. Merci au docteur Renaud Boris Mbota. Et nous rappelons à nos téléspectateurs que nous serons bientôt en direct d'Oyo. Oyo, c'est dans la partie septentrionale du pays. Je ne sais plus trop, ça fait combien de kilomètres Autour de 400. Autour de 400, je crois. Autour 515, quelque chose comme C'est ça. un bon sujet pour le groupe Studio 210. Les gens qui connaissent la Bible par cœur, qui nous disent la distance entre Brazzaville et Oyo.